La maternité est un don que toutes les femmes n'ont pas. Cette phrase peut sembler polémique, mais l'affaire d'aujourd'hui va te prouver que c'est vrai. Les gens ont tendance à idéaliser les aspects maternels comme si toutes les mères en étaient tant des êtres pacifiques et éclairés, mais ils se trompent tous. En 2009, une ville paisible de Caroline du Nord, aux États-Unis, a été surprise par un crime odieux, de ceux qui remettent en question notre foi en l'humanité. Vous savez qu'au début de chaque épisode ici, je fais un résumé de l'affaire en essayant de ne pas trop spoiler pour que vous soyez curieux et que vous continuiez à suivre l'histoire. Mais c'est une affaire tellement absurde que je pense qu'il faut dire tout de suite ce qui s'est vraiment passé. Cette mère, qui en réalité ne devrait même pas être appelée mère, devait $200 à un homme. Et elle a tout simplement décidé de prêter sa fille de 5 ans à cet homme pendant quelques heures afin de pouvoir régler sa dette. L'accord était que cet homme ramènerait la fillette, mais elle a tout simplement disparu. Aujourd'hui, vous allez découvrir la triste histoire de Shania Nicole Davis. Shania Nicole Davis est née le 14 juin 2004 en Caroline du Nord, États-Unis. Elle est née d'une brève histoire d'amour en 2003 entre Antoinette Davis et Bradley Lockhart. Shania était le deuxième enfant d'Antoinette et le quatrième de Bradley. Au cours de sa première année de vie, la petite fille a vécu avec sa mère, mais ensuite, à la demande d'Antoinette elle-même, la fillette est allée vivre avec son père. Elle pensait que Bradley aurait de meilleures conditions financières pour s'occuper de leur fille, puisqu'il était entrepreneur et avait un bon emploi, et Bradley a accepté. Malgré cela, Antoinette voyait sa fille assez souvent, et il était courant que la fillette passe du temps avec sa mère. Shania était une fille très joyeuse, qui adorait porter des costumes de princesse et s'entendait très bien avec tous ses frères et sœurs. Avec le temps, Antoinette voulait passer plus de temps avec sa fille sur de plus longues périodes. Mais pour le bien de la fillette, Bradley ne le permettait pas pour diverses raisons. En plus de ne pas avoir d'emploi fixe, elle vivait de petits boulots. Antoinette vivait dans une caravane louée qu'elle partageait avec 5 autres personnes. L'endroit n'est pas une caravane tirée par une voiture, mais une maison mobile. Pourtant, aux États-Unis, on appelle ça des trailers. Dans une chambre, elle dormait avec son fils et dans l'autre chambre dormaient elle et sa sœur Brenda, son petit ami Jerry et les 2 enfants du couple. Donc, l'inquiétude de ce père était totalement compréhensible. Il n'a jamais empêché Antoinette d'avoir accès à sa fille, mais il ne voyait aucune raison pour que la petite fille passe des semaines d'affilée dans un environnement comme celui-là. C'est pourquoi ils ont trouvé un accord. Shania pourrait rester avec sa mère pour des périodes beaucoup plus longues, si elle trouvait un emploi stable et un logement rien que pour elle. Début novembre 2009. Bradley est parti travailler dans une autre ville, laissant la fillette à sa sœur Carrie. C'était quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Le 9 au matin, Antoinette a appelé Carrie en disant qu'elle voulait voir sa fille. Elle a donc, avec l'autorisation de Bradley, laissé Antoinette prendre la petite fille. Mais le matin du lendemain, le 10 novembre, la police a reçu un appel. C'était Antoinette, signalant que Shania, qui n'avait que 5 ans à l'époque, avait disparu. La police est rapidement arrivée à la caravane et a commencé à poser des questions. Mais elle, ainsi que sa sœur, Brenda, ont été emmenées au commissariat pour un interrogatoire officiel. Antoinette a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce qui aurait pu arriver à sa fille. Elle a expliqué que tout le monde dormait et qu'au réveil le matin, sa fille avait disparu. Mais ensuite, elle a ajouté à ces faits le nom de son petit ami de l'époque, disant qu'il aurait pu enlever la fillette. Pour cette raison, le jeune homme a été arrêté. Interrogé, il a nié l'accusation et sans fournir d'alibi valable pour la nuit et la matinée de la disparition, il est resté en détention provisoire. Brenda a déclaré qu'au matin, elle et son petit ami avaient entendu Antoinette fouiller dans la maison, cherchant sa fille, appelant la petite fille dehors, et que quelques minutes plus tard, elle est entrée dans leur chambre, désespérée, disant que sa fille avait disparu.
Mais 2 autres informations ont encore plus attiré l'attention de la police. L'une d'elles, Brenda, a mentionné que son fils pensait avoir entendu la voix d'une autre personne dans la caravane la nuit précédente. Et l'autre, c'est que Brenda avait dit à Antoinette d'appeler la police immédiatement ce matin-là. Mais elle hésitait, et l'appel n'allait été passé qu'1 heure après qu'elle ait constaté la disparition. Pendant que ces interrogatoires avaient lieu, la police avait déjà émis une alerte Amber. Et cela a eu un effet, car ce même jour, des employés d'un hôtel situé à proximité de la ville ont contacté la police rapportant qu'un homme était venu la veille au soir, accompagné d'une enfant correspondant à la description de Chanel, mais qu'il était reparti le lendemain matin. En l'occurrence, il était parti quelques minutes avant que l'alerte Amber ne soit déclenchée. À la réception, cet homme aurait déclaré que la fillette était sa fille. Le directeur de l'hôtel a aussi précisé avoir annulé le ménage pour permettre une éventuelle inspection de la police. Les agents s'y sont rendus et ont trouvé des indices d'utilisation de cocaïne et le linge de lit a été envoyé à l'expertise. La police a également obtenu les images des caméras de surveillance de l'hôtel et dessus, ils ont identifié un homme grand se dirigeant vers l'une des chambres avec la fillette dans les bras. Le lendemain matin, les caméras l'ont enregistré se dirigeant vers la zone du petit déjeuner, mais seul. Peu après, il est il est revenu, sortant de la chambre avec la fillette dans les bras. Il est alors sorti de l'hôtel, l'a installée sur la banquette arrière d'une voiture et est parti. En montrant les images à Antoinette et Brenda, les deux ont été choqués de reconnaître qui était cet homme. C'était Mario McNeil, 29 ans, un ancien petit ami de Brenda. Et, pour aggraver la situation, Mario avait des antécédents de violence et d'abus de drogue. Le petit ami d'Antoinette, qui avait été détenu après avoir été mentionné par elle lors de l'interrogatoire, a finalement été relâché. Et évidemment, avec toute cette situation, il a mis fin à la relation. Les images de Mario avec Chania à l'hôtel ont été diffusées sur les principales chaînes et l'affaire a commencé à recevoir une couverture médiatique. En voyant son visage à la télévision, Mario s'est alors présenté dans un commissariat, mais la jeune fille n'était pas avec lui. Le début de l'interrogatoire a été difficile, car il hésitait avant de parler. En résumé, Bernati, il a dit qu'au début de la soirée du 9 novembre, Antoinette avait laissé la fillette avec lui pour une nuit, pour qu'il s'occupe d'elle, parce qu'elle serait occupée. Une histoire un peu insensée, d'autant plus que la fillette aurait pu rester avec sa tante Brenda si nécessaire. Mario a dit que, comme il voulait offrir un certain confort à la fillette cette nuit-là, il ne l'a pas emmenée chez lui, mais a plutôt réservé une chambre d'hôtel. Il a ajouté que, le lendemain matin, il a rendu la fillette à sa mère et que c'était sa parole contre celle de l'autre. Mario a été placé en détention provisoire et sa voiture, stationnée sur le parking, envoyée à l'expertise. Au fil des jours, sans retrouver Chania, l'espoir de la retrouver vivante diminuait de plus en plus. Jusqu'à ce qu'Antoinette arrive de nouveau au commissariat, mais cette fois en larmes, demandant à faire une nouvelle déposition. Et ce qu'elle a révélé cette fois a choqué tous ceux qui connaissaient l'affaire. Elle a dit qu'elle devait 200 $ à Mario et que, dans la nuit du 9 novembre, il était venu réclamer cette dette. Il exigeait de l'argent ou du sexe. Antoinette, comme elle ne voulait pas coucher avec lui, a eu l'idée de livrer sa propre fille pour qu'il puisse l'utiliser comme paiement de la dette. Pendant qu'elle racontait cette histoire complètement répugnante, Antoinette, comme je l'ai dit, pleurait beaucoup et affirmait que Mario aurait seulement dû avoir des relations avec la fillette. Et elle racontait cette histoire maintenant parce qu'elle avait très peur de ce qui aurait vraiment pu se passer. Elle a ajouté que, voyant Mario sortir avec la fillette, elle aurait aussitôt regretté sa décision et couru après lui pour récupérer sa fille. Mais il ne la lui a pas rendue, il l'a poussée par terre et a emmené la fillette de force. La police ne croit pas à cette partie de l'histoire, parce que si cela s'était vraiment passé ainsi. Avec Chania assistant à tout ce prétendu désespoir de la mère essayant de la sauver sur les images, elle aurait pu être en train de pleurer ou d'être agitée, ce qui ne semblait pas être le cas.
La police pense qu'Antoinette aurait pu rassurer la fillette sur Mario. Faisant confiance à sa mère, elle l'a suivi sans hésiter. Antoinette a évidemment été arrêtée sur le champ, accusée de plusieurs crimes, y compris de trafic de mineurs. Mario, qui était déjà en prison et avait maintenant un avocat à ses côtés, ne collaborait pas avec l'enquête. Il refusait de dire ce qui était arrivé à la fillette et où il l'avait réellement laissée. Il disait simplement qu'il ne se souvenait de rien. Cependant, en privé, il a parlé avec l'avocat et a indiqué l'endroit où se trouvait la fillette. Une zone rurale à environ 30 minutes en voiture de la caravane d'Antoinette. Ainsi, le 16 novembre, 6 jours après la disparition, une équipe a été envoyée pour tenter de retrouver la fillette. D'après l'emplacement, la police pensait qu'il serait difficile de la retrouver en vie. Et ce qu'il craignait s'est effectivement produit. Quelques minutes après le début des recherches, sous un arbre couvert, sous un énorme tronc et vêtu seulement d'un sweatshirt noir, le corps de Shania a été retrouvé. L'autopsie a indiqué que la fillette présentait un hématome à la joute gauche, des blessures aux parties intimes et que la cause du décès était l'asphyxie. On a supposé que Mario avait couvert la bouche de la fillette pendant l'acte pour l'empêcher de crier et d'alerter les autres clients. Et ce faisant, il a fini par l'étouffer. Les experts n'avaient aucun doute qu'il était l'auteur du crime, mais ils avaient besoin de preuves pour l'incriminer. Et cela n'a pas été difficile à obtenir, puisque son acide désoxyribonucléique a été retrouvé à l'intérieur d'elle. Parmi les autres éléments qui avaient été collectés pour l'analyse médico-légale, de l'acide désoxyribonucléique de Mario et de Shania a été retrouvé sur les draps de lit de la chambre d'hôtel et dans sa voiture. Il y avait des résidus de terre sur les pneus, qui correspondaient à la terre du sol où Shania a été retrouvée. À la conclusion de l'enquête, qui a inclus une expertise sur son téléphone portable, la police a réussi à établir une chronologie de tous les faits survenus. Le 9 novembre au soir, Mario, dépendant aux drogues, aurait consommé une quantité excessive de drogue et d'alcool. Il a alors pris son téléphone portable et a commencé à envoyer des messages textes à plusieurs femmes de sa liste de contacts. L'une d'elles a répondu et l'a invité à venir chez elle. Par coïncidence, cette femme habitait près du parc de caravanes où Brenda et Antoinette vivaient. Vers 3 heures du matin, Mario est arrivé, mais n'a pas été accueilli. Il a frappé à la porte plusieurs fois, mais personne n'est survenu. Il a envoyé des messages à cette femme et elle ne répondait pas, il a appelé et elle ne décrochait pas. Ainsi, agacé, Mario est parti des lieux. Cependant, au lieu de rentrer chez lui, il est allé jusqu'à la caravane d'Antoinette, car il s'était souvenu qu'elle lui devait 200 $. Et il en a profité pour passer là-bas. Rappelons qu'il était 3 heures du matin et il a décidé de se présenter pour réclamer le paiement. Maintenant, à quoi cet argent faisait-il référence puisqu'il n'avait plus de contact avec sa sœur depuis longtemps? Vente de drogue. C'était à Mario qu'elle téléphonait quand elle avait besoin d'acheter quelque chose. À son arrivée, il a ouvert la porte, qui n'était d'ailleurs pas fermée à clé. Il est entré et a essayé de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller Brenda, son petit ami et les enfants qu'il savait être là. Il est allé dans la chambre d'Antoinette, l'a réveillée et lui a dit qu'il était là parce qu'il avait besoin de l'argent tout de suite. Elle a dit qu'elle n'en avait pas. Alors il lui a proposé d'avoir des relations avec lui pour régler la dette et qu'elle ne devrait plus jamais l'appeler pour acheter quoi que ce soit à l'avenir. Comme elle ne voulait pas avoir de relation avec lui, elle a donné de son plein gré sa fille comme paiement. Il l'a emmenée, promettant de la ramener plus tard. Avant l'aube, Antoinette s'est endormie, et le lendemain matin, elle s'est rendue compte que Mario n'était pas rentré. C'est à cause de toute cette situation qu'elle a mis plus d'1 heure à appeler la police, après avoir informé sa sœur que la petite fille avait disparu. Mario et Antoinette, désormais considérés comme les seuls impliqués dans cette histoire tout simplement cruelle et presque surréaliste, allaient en être jugés. Un fait curieux est semble que, pendant qu'elle était en détention en attendant le début des audiences, on a découvert qu'Antoinette était enceinte. Quelques mois plus tard, elle a accouché mais l'enfant lui a été retiré après la naissance par les services sociaux.
comme cela s'était déjà produit avec son fils aîné également. Mario a été jugé en mai 2013 pour plusieurs crimes, dont trafic, drogue, enlèvement, exploitation sexuelle et homicide. Il a été reconnu clairement coupable et condamné à la peine de mort. Quant à Antoinette, elle a été jugée 5 mois plus tard, en octobre 2013. Elle était inculpée de trafic de mineurs et risquait la prison à perpétuité. Mais cela ne s'est pas produit grâce à un accord judiciaire dans lequel elle a plaidé coupable pour tenter d'obtenir une peine réduite. Lors de la lecture du verdict, le juge de l'affaire a souligné qu'elle aurait pu sauver la vie de sa fille, insistant sur le fait que ce qu'elle avait fait dénaturait complètement le sens des mots mère et maternité. Antoinette a été condamnée à 21 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Détenue depuis 2009, elle avait déjà purgé. 4 ans lors du procès, en 2013, il ne lui restait donc que 17 ans. Autrement dit, sa libération est prévue pour 2030. En 2017, Mario a tenté de faire appel pour que sa peine soit réexaminée et réduite, au moins à la prison à perpétuité. Mais la demande a été rejetée et il reste dans le couloir de la mort en attendant la date de son exécution. Bradley, le père de Shania, a même déclaré publiquement qu'il se sentait confus quant à sa culpabilité dans la mort de sa fille. Il a dit qu'il se sentait coupable de ne pas avoir pu la protéger. Mais comment aurait-il pu imaginer que le danger dans la vie de la petite viendrait d'Antoinette elle-même ? En tant que père, il sait combien la présence d'une mère est essentielle au développement d'un enfant. Cependant, ce qu'il n'imaginait pas, c'est qu'Antoinette serait une femme qui n'aurait jamais dû recevoir le titre de mère.